Bonjour à toutes et à tous. Dans quelques instants, votre nouvel épisode de Séquence, l'épisode 17 déjà, où nous recevons Prune de Maistre. Prune de Maistre est la femme du cinéaste Gilles de Maistre. Elle écrit l'intégralité de ses films et avec elle, nous allons aborder la notion de gestion du travail de scénariste avec la vie de famille, les voyages qui nourrissent et qui inspirent, comment on produit un très bon et comment on écrit un très bon cinéma familial, la relation entre les enfants et les animaux au cœur d'un script. Et ça, c'est dans quelques instants avec Maxence, juste après les petits sonores qui vont bien. Ceci n'est pas un podcast ASMR. Bonjour à toutes et à tous, je suis David Frissino. Et moi, c'est Maxence Pirard. Ensemble, on est scénariste et créateur d'histoires. Et justement, après des années dans ce métier, on s'est rendu compte que l'écriture restait encore un grand mystère pour beaucoup de monde. Que vous soyez passionné de storytelling, scénariste en herbe, professionnel ou simplement curieux de savoir comment naissent les grandes histoires, il y a tellement à découvrir. L'écriture, c'est vraiment la base de tout projet, que ce soit pour le cinéma, les séries, les documentaires, les formats courts. Et pourtant, peu de gens connaissent les rouages qui se cachent derrière ces récits. C'est ce qu'on explore avec Séquence, notre podcast qui plonge au cœur de la création d'histoires. Tous les 15 jours, on reçoit des réalisateurs, des scénaristes, des producteurs, des diffuseurs pour décrypter avec eux leur parcours, leur méthodologie, leurs astuces et aussi toute la partie business étonnante de ce métier. Et ce n'est pas juste pour les scénaristes, tout le monde peut y trouver de l'inspiration, que vous soyez auteur, créatif ou simplement fan d'histoires bien racontées. Et si vous aimez ce qu'on fait, une chose à faire, nous soutenir pour nous permettre de produire de nouvelles émissions plus régulièrement. Rendez-vous sur Patreon ou Tipeee via les liens en description. Le podcast est disponible en audio sur Spotify, Deezer, Apple Podcasts et en vidéo sur YouTube. Alors abonnez-vous, activez la cloche, mettez-nous 5 étoiles et relayez nos formats courts sur les réseaux sociaux. Merci pour votre soutien et à très bientôt pour un nouvel épisode de Séquence. À très vite. J'ai plus de 20 scénaristes sous contrat. Henri, c'est François. Écoute, je te rappelle au sujet de notre scénario. C'est ça qu'on appelle un flashback? Nous sommes au regret de devoir vous annoncer que votre manuscrit n'a pas été retenu par notre comité de lecture. On ne peut plus se payer le luxe d'investir dans des choses aussi superflues qu'un scénario. Toi, tu sais bien que je lis jamais les scénarios. Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Quand il s'agit de faire un film, les rêves ne suffisent pas. Je crée pour vivre. Hello tout le monde, merci de nous retrouver pour ce 17e épisode, Maxence, 17. 17, ça y est, 17, on approche les 20. Ouais, carrément, t'imagines, quand on a lancé ça en octobre, on s'était imaginé être déjà aussi avancé. Mais ça prend son temps, mais on est là, on est là. C'est clair. Vous remerciez toutes et tous qui nous suivez, que ça soit sur Spotify, Deezer ou Apple Podcast. On leur dira jamais assez, Spotify et Apple Podcast sont très agréables à écouter. Deezer, c'est des fois un petit peu, on a des retours qui sont pas terribles techniquement. La version YouTube ne vous avancera à rien du tout puisque vous me verrez dans mon bureau cette fois-ci. Maxence, t'es toujours au même endroit. Donc voilà, à part voir nos trombines, honnêtement, ça, on vous conseille plutôt d'aller sur les plateformes d'écoute. On vous remercie également pour tous les retours que vous nous faites sur les lieux et c'est étonnant où vous nous écoutez. Moi, j'ai eu des retours beaucoup. On est un podcast de voiture et d'embouteillage. Donc ça, c'est assez drôle. J'ai croisé quelqu'un dernièrement qui me dit « En fait, je t'écoute que quand je suis coincé sur le périph'. » Donc, c'est rigolo. Donc voilà, donc si vous nous écoutez en jardinant, en écrivant, en travaillant, en flânant, c'est très très bien. Autre chose à vous annoncer aussi, on a un podcast Annie qui s'appelle Écran de fumée, qui a été lancé par un copain à nous qui s'appelle Kevin Even. Il s'avère qu'on partage un petit peu certains moyens techniques de diffusion et d'enregistrement de notre podcast. Donc voilà, donc allez écouter Écran de fumée. Je vais essayer de pas oublier de mettre le lien vers le podcast dans la description. Il y a déjà 4 épisodes. Au moment où vous avez écouté celui-ci, il y en aura peut-être 6-7 qui seront en ligne. Et Maxence, est-ce que tu peux nous pitcher le podcast de Kevin ? Tout à fait. Donc, en fait, Kevin reçoit des gens qui, comme lui, ont participé à des télécrochets. Donc, c'est vraiment un podcast pour essayer de comprendre l'artiste et de suivre un petit peu son parcours, que des artistes qui ont un petit peu le même point commun et le même passage par justement une émission télé, donc que ça soit The Voice, Nouvelle Star, Star Academy ou quoi que ce soit. Et on est vraiment en fait sur un podcast qui parle psychologie, ressenti, mais surtout de l'art. Eh ben, c'est très très bien pitché, dis donc. Il va falloir que tu sois aussi bon quand on va passer bientôt chez notre diffuseur la semaine prochaine pour pitcher nos séries. Voilà, mais pour l'instant, on va pas parler de nous parce que c'est pas très intéressant. On va plutôt accueillir notre invité, Prune de Maistre. Comment vas-tu, Prune ? Ça va très bien, merci pour l'invitation. Merci à toi. Prune, merci donc du coup d'avoir accepté l'invitation. Je vais
traditionnellement passer la main à Maxence qui va faire une petite présentation sommaire de ton parcours. Et au fur et à mesure de l'épisode, bien évidemment, on va replonger dans tout ce que tu as fait et on va aborder les thématiques du voyage, du travail avec ton mari, le fait d'être une femme dans l'écriture, d'être une maman, comment te viennent les idées. Voilà, on va aborder toutes ces thématiques-là. Maxence, c'est à toi. Eh ben, bonjour Prune, on est très content de t'avoir avec nous. Donc, les gens peuvent te connaître en tant que scénariste et écrivaine. Donc, comme David l'a dit, tu collabores principalement avec ton mari Gilles, notamment sur des films comme Mia et Le Lion Blanc, et plus récemment qui est sorti il y a un petit mois maintenant, Moon le Panda. Est-ce que tu peux nous dire à quoi ressemblaient tes débuts dans le milieu? L'écriture, c'est en vrai imposé à moi parce qu'en fait, moi, j'étais journaliste dans des émissions de télé et ensuite, j'ai travaillé sur des documentaires, donc je n'étais pas scénariste. Bon, j'ai toujours aimé écrire, enfin, j'ai fait des études littéraires, Sciences Po, des trucs comme ça, donc je suis pas ingénieure, quoi. Mais j'étais pas scénariste et surtout, j'aurais jamais osé l'être. Et en fait, Gilles, donc qui est mon mari, alors que j'avais 2 bébés dans les bras, il était en Afrique du Sud. Je vous raconte ma vie, hein. Ah mais vas-y, moi je suis déjà à fond alors. Il était en Afrique du Sud, il m'appelle, je pense que j'en avais une en train de téter et l'autre en train de jouer par terre et il me dit: «Oui, je suis avec Kevin Richardson», donc qui est l'homme qui murmure à l'oreille des lions, et on vient d'avoir une idée géniale, ça serait de faire un film avec un enfant et un lion. Je demande pas trop d'explications, je sais qu'il est un peu fou. Et il me dit: «Tu pourrais pas m'écrire 10 lignes juste comme ça, en une histoire, 10 lignes?» Donc je me dis: «Bon, 10 lignes, facile». J'écris 10 lignes. Nous allons avec ces 10 lignes chez Galatée, qui dit: «Ah bah super». Galatée, donc Jacques Perrin. Ouais, Nous allons avec Galatée chez Studio Canal, qui dit: «Bah, feu, nous on y va». Et là, la patronne de ce canal c'était une femme à l'époque, qui se retourne à Gilles et qui dit: «Mais qui va écrire le scénario?» Et Gilles, tout simplement, se retourne vers moi et dit: «Bah, Prune». Ah oui, donc tu étais vraiment devant le fait accompli. Mais complètement. Et je me suis dit: «Mais je vais le tuer, il est complètement fou, j'en suis absolument incapable». Et en fait, comme j'étais complètement imprégnée de l'histoire, que je voyais à peu près ce que je pouvais écrire, et cetera. Je me suis complètement lancée dedans et bon, il y a eu plusieurs étapes, mais la chance incroyable que j'ai eue, c'est que le premier, parce que j'ai pas du tout confiance en moi, c'est que mon premier scénario ait super bien marché. Et du coup, ça m'a confortée dans le fait que je faisais pas n'importe quoi, que ça correspondait à quelque chose. Et de l'autre côté aussi, les distributeurs, producteurs et tout ça ont eu davantage confiance en moi et ça a été une espèce de cercle vertueux et j'ai adoré, je me suis complètement révélée dedans. Quand tu dis que tu étais à l'aise avec le sujet, tu t'étais déjà rendu plusieurs fois sur le lieu où se passe l'histoire. Tu en connaissais quoi finalement de ces prémices, de cette arène que tu étais en train de développer? En fait, c'était un documentaire qu'on avait fait, sur les enfants qui ont des relations extraordinaires avec les prédateurs. On s'était rendu dans une ferme en Afrique du Sud où il y a un petit garçon qui était super mignon, qui était ami avec un lion. Et les parents étaient hyper sympas, ils nous avaient accueillis vraiment de façon adorable. C'était hyper éthique, c'était pour la sauvegarde de la nature, la recherche scientifique pour les maladies des lions. Enfin bon, on est ressorti de cet endroit complètement charmés. Et en fait, la ferme qu'on avait visitée, qu'on croyait être une ferme pour réintroduire les lions dans la nature, enfin c'est ce qu'ils nous avaient raconté, en fait, était une ferme de chasse où une fois le lion adulte, il les vendait à des chasseurs. Et donc en fait, on s'est dit que ce petit garçon, mais c'était une histoire hyper forte, il faut toujours partir de ça, enfin moi je peux pas faire autrement de toute façon. Ce petit garçon qui était, lui, pour le coup, complètement au premier degré, sincère, qui voulait sauver la nature, inventer un Greenpeace meilleur que Greenpeace, et cetera. On s'est dit quand il va apprendre que son père vend les lions pour la chasse, va vendre son copain pour qu'il soit tiré dans une cage,
comment il va réagir, quoi. Et donc c'est l'histoire de ce petit garçon avec son lion qui et imaginait son avenir et le moment où il allait réaliser la trahison de l'adulte, en fait. Et émotionnellement, c'était hyper fort puisque c'était issu d'une histoire vraie et que ça peut se passer dans n'importe quel milieu, endroit. Là, c'est la chasse au lion, mais ça va bien au-delà de ça. Donc c'était même beaucoup trop au départ. Mais en tout cas, c'est parti de là, voilà. Moi qui écris aussi pas mal de documentaires, l'écriture est très différente entre le doc et le scénario. Tu vas utiliser quelle méthodologie? Est-ce que tu commences à t'acheter des bouquins d'écriture de scénario? Tu passes par quelle étape entre le moment où la personne chez le diffuseur te dit ouais mais super carrément allons-y, le distributeur il est partant, et le moment où tu vas livrer j'imagine cette première version? Bah, en fait, j'ai écrit une histoire comme un film, mais en linéaire, enfin sans dialogue, et cetera, mais quand même en pensant à un film, donc ce qui est l'inverse d'un livre, en fait. Je lis énormément et je voyais bien que c'était exactement l'inverse, donc ça, c'est ça qui est super dur. Oui, écrire un scénario, c'est l'inverse d'écrire un livre et il faut d'abord apprendre ça, qu'il faut décrire les images et qu'on ne peut pas décrire les sentiments. C'est ça le plus dur, en fait. Parce qu'on dit souvent que dans un film, on voit tout alors que dans un livre, on imagine. Mais c'est aussi l'inverse, parce que dans un livre, on nous décrit tout ce que les gens pensent, alors que dans un film, non. Donc, l'imagination s'installe à ce moment-là. Mais donc, j'ai écrit une histoire. Ensuite, j'ai écrit un scénario que je pensais être un scénario. Puis je me suis dit: «Mais je n'ai jamais écrit de scénario, c'est un métier, je peux pas débarquer comme ça». Et donc j'ai juste fait une masterclass avec John Truby et une semaine, je sais plus où, c'était à la Sorbonne ou un truc comme ça. Enfin, c'est pas que j'ai pas tellement appris, enfin, il m'a appris qu'il y avait pas grand-chose à apprendre à part écrire son âme et pas écrire la forme. Et donc ça, c'était un peu une intuition et je me suis vraiment concentrée, ça m'a confortée, en fait. Ah oui, si, et il a dit aussi un autre truc qui était super marrant, parce qu'il y avait des gens super connus dans l'amphi, des acteurs et tout ça qui voulaient passer au scénario, je pense, et on était, je sais pas, 300 ou 350, 400, je sais pas. Et il a dit, sachez, alors déjà il a dit: «Sachez que si moi je savais écrire un scénario, je ne serais pas là devant vous, donc je n'ai pas la prétention de vous dire, quoi faire. Je serais en train d'écrire un film». Hem et sachez autre chose, c'est que dans cet amphithéâtre-là, il y a seulement 1 ou 2 personnes qui vont réussir à faire produire leur scénario. Et j'ai réalisé que moi, c'était déjà le cas, en fait. Mais bon, j'étais tout au début, absolument pas sûre de moi, et donc je me suis dit: «Mais si ça se trouve, on ça va complètement se planter et je fais n'importe quoi». Mais au fur et à mesure, on apprend quand même. Par les retours des distributeurs, par les retours des producteurs, ça compte vachement aussi, je trouve. Tu collabores justement donc avec ton mari, notamment sur ce premier film. Comment la collaboration se passe? Quel est le dynamisme qui se crée quand toi tu te positionnes en tant qu'auteur et que lui il va réaliser le film derrière? Parce que oui, sur la première fois, t'as pas eu ton mot à dire là sur le début. Non, j'aurais pu dire non, hein, évidemment. Mais j'ai tellement adoré qu'il m'a plutôt révélé, en fait. Je le remercie. Non, je sais pas, c'est moi qui écris, en fait. Oui. Donc on n'écrit pas ensemble, mais par contre, et d'ailleurs il aime pas trop, mais comme encore une fois, je ne suis pas du tout sûre de moi, je veux absolument qu'il lise les étapes et lui, il veut pas. Sinon, moi, je préfère rester frais, neutre, regarder à la fin, enfin pas à la fin, mais au moins, en tout cas, un truc abouti. Non, on travaille assez naturellement. Alors évidemment, comme on habite ensemble et qu'on est vraiment tout le temps ensemble, qu'on voyage ensemble, qu'on fait tout ensemble, on en parle en permanence. Donc je peux me réveiller la nuit et lui dire: «Tiens, hey, j'ai pensé si on mettait ça, tu trouves pas que pour le personnage de tel ennemi ou adversaire, je sais pas quoi, ça peut être intéressant?» Donc c'est en permanence. Enfin, je pense que c'est un avantage quand on s'entend bien, parce que ça va beaucoup plus vite, en fait.
Et il n'y a pas de malentendu, il n'y a pas de... si on n'est pas sur la même longueur d'onde, ça se rétablit extrêmement vite. Et on fait la boule de neige ensemble et on crée le projet ensemble. Tu finis cette première version, tu l'as fait lire à Gilles. Quels va être aussi le premier retour de ton producteur sur cette première version de ton premier scénario sur lequel tu t'es trouvé projeté? Gilles, il a adoré, sans trop de commentaires, en disant on le donne en fait. Alors ils ont beaucoup aimé, ils ont trouvé qu'il y avait beaucoup de... Mais je pense que ça leur faisait peur aussi que ce soit moi qui écrive. J'avais jamais écrit, etc. pour un truc aussi gros. C'est quand même des gros films, c'est quand même un gros film. Et ils ont trouvé, et au début j'étais un peu enfin pas vexée, mais ils ont trouvé que c'était très noir. Parce que moi j'ai fait une Hippocagne, Sciences Po, des trucs un peu où on se matrixe le cerveau à tort d'ailleurs, parce que c'est le plus dur, c'est la simplicité, c'est pas de blablater. Enfin, je sais pas si vous êtes d'accord, mais... Et donc ils trouvaient que c'était pas du tout assez familial, et ils m'ont adjoint un scénariste anglais, celui qui a écrit Dragon. D'accord. Pour familialiser le propos. Et moi, je trouvais que c'était hyper simpliste, que tout avait été aplati, que c'était nul, quoi. Et en fait, il a juste fait un passage qu'on a réadapté à notre goût après, mais il m'a énormément appris, parce que j'aurais jamais été capable d'aller sur ce niveau-là. Enfin, c'est pas une question de niveau, mais sur cette lecture-là, en fait. Où il faut que ce soit accessible à des enfants, et qu'il y ait plusieurs niveaux de lecture, mais que ce soit accessible à des enfants, et que la porte d'entrée soit par là, en fait. Quand tu as écrit justement cette première version de ce film-là, est-ce que la production t'a donné quand même certaines contraintes, certaines choses à penser dans l'écriture, ou c'était un peu carte blanche et on verra après? Non, ils m'ont rien dit. Non, ils attendaient de voir, je pense, je sais pas. Et du coup, avec ce scénariste qui arrive, il travaille comment? C'est-à-dire, est-ce qu'il travaille seul dans son coin pour refaire une version 2.0 de ta première version, ou est-ce que vous allez vraiment faire des ping-pong et échanger sur chaque séquence? Et Non, ça a été très court. En fait, je l'ai eu pendant genre 2 heures, 2 heures et demie, 3 heures en FaceTime, là, où je sais plus quoi. On a parlé énormément du scénario. Il m'a dit ce qu'il avait compris. Le scénario était vraiment écrit, hein, donc c'était pas des intentions. Il y avait tout. En fait, il m'a dit que tout ce qui était dedans l'intéressait, et il trouvait que c'était bien, mais qu'il allait le mettre à la sauce accessible aux enfants, et m'expliquer comment. Mais donc on a eu que cet échange-là, je crois, ou peut-être 2, mais qui était très constructif et très long, et très... je savais ce qu'il allait faire, en fait. Et ensuite, il a envoyé une version de la version. Enfin, ouais, si, c'est ça, une version de la première version. Et quels sont du coup quand tu vois ces apports, ces changements, quels sont les trucs que tu vois et que tu vas garder pour la suite de ton écriture sur les projets suivants? C'était il y a longtemps, hein, mais je pense à peu près tout. Enfin, le fond, à partir du moment où le fond était resté le même, je crois que j'ai compris quelque chose. Et c'était de se mettre à hauteur d'enfant. En plus, comme j'ai des enfants, c'était assez facile. Enfin, c'était assez facile. Il m'a appris à lâcher l'intellectualisme et à rentrer dans l'émotionnel, en fait. De transformer l'émotion en écriture et en action, plutôt que traiter un sujet comme on traite un sujet de philo. Il m'a fait inverser mon regard, je crois. La question que je vais me poser aussi, c'est parce que j'ai vu que tu as adapté le film en roman. Ouais. À quel moment c'est venu? Est-ce que c'était avant, après? Est-ce que ça t'a aidé justement pour écrire le film? Est-ce que c'était une adaptation? Et qu'est-ce qui t'a motivé à le faire? Non, c'était après. Il y a eu une commande d'adaptation en livre, et ils m'ont proposé de le faire.
j'adore écrire. Je me suis dit, et que aussi il y avait énormément de choses que j'avais pas pu mettre dans le scénario. Parce que, vous savez, dans un livre, évidemment, enfin, comme vous le savez, dans un livre, c'est bien plus riche que enfin, en tout cas, on peut mettre beaucoup plus de choses dans le livre. Et ça a été justement l'exercice inverse de retourner le scénario en livre, de décrire la psychologie des personnages. Et j'ai eu l'impression de compléter le film vraiment avec tout ce que j'avais voulu mettre dedans, tout ce que j'avais pas pu mettre dedans, tout ce qui aurait pu être mal compris. Parce qu'aussi un scénario, quand on part du scénario, on arrive au film, ça a énormément changé, vous savez. Et donc là, j'ai pu remettre tout ce que j'avais voulu mettre au départ dans le livre. Et ça, c'était assez génial. Et en plus, il y avait 3 âges. Je crois, ouais, c'est ça. Il y avait le roman, le truc pour les petits, et puis un intermédiaire. Et donc, c'était 3 versions avec 3 façons de parler, en fait. Et ça, c'était super. Est-ce que quand tu le commences, le film est déjà sorti au cinéma ou pas? Non. D'accord. C'était pour savoir si tu avais. Je me rappelle, non, c'est sorti. Ils ont voulu le sortir en même temps que le film. D'accord. Oui, donc c'était pas quelque chose sur lequel tu as pu, toi, finalement, digérer peut-être des remarques ou des critiques Non. presse ou spectateurs. D'accord, donc tu étais dans le feu de l'action, donc c'est-à-dire que si tu te plantais sur le film, tu te plantais sur le bouquin jeunesse, sur le roman, sur le livre pour les petits. D'accord, c'est bien, tu avais pas la pression du tout. Non, pas du tout. Est-ce qu'il y a des étapes de réécriture que tu as eues en travaillant du coup avec le réalisateur du film, en sachant effectivement cette petite particularité, c'est que vous formez un couple. Est-ce que comment intervient le réalisateur justement sur ton premier film? Non, mais déjà, il est pas très bavard, il est très direct. Donc ça va très vite, très droit au but. Et moi, je comprends exactement ce qu'il dit. Donc non, je sais plus. Je sais qu'il y a une version parce que j'avais réécrite et où il m'a dit ah bah là, j'ai perdu toute l'émotion. Donc là, c'était horrible. Il est hyper sympa, hein, mais Ouais. là, il m'avait dit ça et là, j'étais dans un abîme. Je me suis dit: «Mais c'est affreux, pourquoi?» Donc revenons au départ. Non, comment il intervient? Je sais pas, il intervient peu. Et puis aussi, il y a une discussion permanente. Il y a quand même, tous les allers-retours se font avec la prod, enfin le développement, les gens qui s'occupent du développement. Et je veux toujours qu'ils soient là quand il y a ce genre de rendez-vous pour justement ne pas avoir à répéter ou à faire des trucs à 3 bandes, où les informations se perdent. Donc on écoute ensemble, toutes les remarques qui sont faites sur le scénario et on en discute après. Et oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu en penses quand ils ont dit que ça, c'était pas assez fort, que ça, il fallait peut-être le rebooster, et cetera. Donc c'est de ça dont on parle. Ouais, c'est ça, on évolue ensemble. Il fait pas tellement de remarques, avant ça. Tu parlais de cette aventure du coup, premier film un petit peu qui se débloque comme un coup de poker, on va dire. Comment tu accueilles la sortie du film? Comment est ta position en tant que scénariste dans toute cette mécanique de communication, de promotion? Est-ce que tu te retrouves impliqué dans la communication et comment tu vis la sortie du film? Je suis pas du tout impliquée dans la communication. J'ai fait quelques avant-premières, parce qu'ils pouvaient pas y aller ou voilà, mais non, j'ai fait aucune interview, non, j'étais pas du tout impliquée. Et c'est très bien. Ouais, c'était de ton fait, en fait? Non, c'est pas moi qui l'ai demandé, mais déjà Gilles le sait, il me pousse pas trop. Est-ce que tu lisais les critiques sur le film, les retours presse? Pour le premier, oui. Ouais, on fait tous ça même quoi. Pour Mia, oui. Et je me suis jurée de ne plus le faire. Mais Pourtant, il y en a des très bons. Ah oui, t'as été voir les négatifs directs? bah non, mais celle qui tue, c'est les négatives. Il faut pas. C'est celle qu'on retient. Ouais. Et quand le film a cartonné, j'ai relativisé. Mais non, c'est horrible. Je me promets à chaque fois de pas le faire et effectivement, je me dis: «Pourquoi je donne plus d'importance?» Enfin bon, mais je crois que je sais pas, je pense que tout le monde fait ça, mais pourquoi donner plus d'importance aux critiques négatives qu'aux positives? C'est absurde. En général, j'ai pas beaucoup d'estime pour ce qui est écrit. Enfin, je me dis pas, «Ah oui, il a raison» ou enfin non, d'ailleurs maintenant, quand il y a vraiment,
plus de bonnes critiques que de mauvaises, je me dis « Ah, c'est pas bon signe, ça. Ouais. » De presse, hein, je parle, parce que les critiques spectateurs, elles sont super. Donc, le premier film, le point de départ est un petit peu un documentaire que tu avais fait justement avant. Ouais. Pour les prochains qui suivent, comment ça s'est enclenché la mécanique de trouver justement ces thématiques et qu'est-ce qui t'a animé à vouloir écrire les prochains? Alors déjà, il y a l'alliage enfant-animal et relation réelle qui a été à la sortie, qui a été une révélation. Parce que les retours des gens sur ça ont été incroyables. Ils en parlaient avec une émotion. Enfin, ils disaient que ça leur procurait une émotion de fou, qu'ils avaient jamais ça sur des CGI ou d'autres sortes de relations, et que du coup le message qui passait d'autant mieux. Donc ça, c'était génial parce que c'est quand même ça qu'on veut faire quand on fait un film. Sans comparaison aucune, hein, soyons clairs. Mais les Fables de La Fontaine, c'était un peu le même principe, en fait. On passait par des animaux pour faire passer des messages un peu en loose dé, quoi. Et pas de façon frontale, en tout cas. Et donc, j'ai trouvé et travaillé cette matière animal-enfant, ce côté instinctif, faire appel au cerveau reptilien, etc. J'ai trouvé ça génial. Et je me suis dit, on peut parler de n'importe quoi, en fait, en ayant cet attelage-là. Et donc après, c'est Gilles qui disait, et si on faisait un loup et un lion? OK. Et donc une fois que j'ai cet élément-là, enfin, je sais pas comment vous faites, mais moi, j'ai besoin, je mets énormément de temps avant de trouver l'histoire, parce qu'avant ça, il faut que je trouve mon essentiel, mon truc qui fait que je suis obligée d'écrire ce film. Et avant de trouver ça, je mets des mois, et c'est des mois horribles parce que les enfants le diront, vous pourrez témoigner, je suis insupportable, je dis que j'y arriverai jamais, que je suis nulle, que celui-là, j'arriverai jamais à l'écrire. Et une fois que j'ai trouvé la moelle, enfin le noyau, pas sur le dernier, c'est sur le deuil, comment gérer le deuil, par exemple. Je peux écrire une histoire autour, créer des personnages et inventer une histoire. Et du coup, ton process d'inspiration, il est comment? Parce que tu expliquais que tu étais chez toi, tu es en train de faire des choses. Maxence le sait, moi, quand on bosse ensemble, moi, il faut que je marche. Donc, c'est insupportable pour lui. Il est assis, moi, je fais 1000 pas autour de lui. Je pense que c'est le mal de mer à la fin, Maxence. Mais tu fais quoi? Tu vas te faire des marches dans la nature, ou tu es devant ton ordinateur avec la page blanche en disant, il faut mon pip de message tout de suite? Ouais. Il y a 2 choses. Il y a déjà que, en fait, comme on tourne pratiquement tout le temps, et on voyage pour les tournages, et donc je suis dans une forêt. On habite dans une forêt, ou on habite dans la savane, ou on habite sur un lac, ou on habite. Donc ça, je pense aussi que ça aide déjà. Et le deuxième truc dont je suis sûre, malgré l'abîme qui est devant moi, c'est que je sais que si je travaille, ça va venir. Donc je fais tout et n'importe quoi sur le sujet, le domaine à peu près qu'on a identifié, et quand même l'intuition que j'ai du sujet que je veux traiter. Je lis absolument tout. Je regarde tous les documentaires, j'écoute des chansons, je regarde des dessins animés, je parle à des gens, je vais voir des expos. Enfin, je fais, même si ça n'a aucun rapport, ou même je commence par exemple sur internet, je tape un sujet et puis je regarde les trucs qui sont à côté. Et donc je travaille. Et une fois que c'est un petit peu sorti, je peux commencer. Mais ce que j'ai dit, si je suis dans la forêt, il y a un film qu'on a tourné dans un chalet entouré de bois. Là, quand tu es sur le balcon avec les arbres autour, je pense que ça joue aussi. Quand on avait eu une maison aussi au-dessus de la savane, vraiment toute la savane. Il y avait des espèces mais je le sentais presque physiquement, il y avait ces espèces de remontées qui t'habitent, quoi.
Mais c'est vrai que l'imagination est tellement faite de on ne sait pas quoi et que c'est pas contrôlable, c'est insupportable en fait. Ou sinon, ah oui, alors s'il y avait un truc qui marchait super bien, c'est pas du tout glam, mais un truc qui marchait hyper bien et je ne sais pas pourquoi, c'est quand je faisais des trajets en scooter derrière mon mari pendant 1 heure pour aller à un endroit. J'arrivais à destination, je pensais à rien de particulier. J'avais la solution à mon problème. Donc voilà, ça aussi par exemple. Est-ce que tu participes au tournage et à quel point, quelle mesure tu vas participer? Est-ce que tu réécris des scènes lorsqu'il y a des choses de l'ordre de la production peut-être qui ne sont pas possibles? Comment ça se passe? Ouais, mais ça, je crois que j'ai de la chance aussi par rapport à un scénariste plus classique, enfin qui travaille pas avec son mari, qui est réalisateur en tout cas. C'était que je donne pas mon scénario. Enfin si, je fais ça, c'est un outil de travail. Je sais que c'est un outil de travail, donc je laisse faire tout le monde, mais je suis là tout le temps. Donc ça c'est super parce que pour toutes les réécritures, c'est moi qui les fais et donc couper les scènes, c'est moi qui le fais. Réécrire les scènes, c'est moi qui le fais et je pense que ça, c'est cool parce que j'imagine que quand on donne un scénario et qu'on voit à la sortie le film et que ça n'a rien à voir ou qu'il y a eu plein d'incompréhensions et tout, ça doit être horrible. Mais et oui, et j'ai plein de scènes à réécrire parce que comme on travaille avec des animaux et des enfants et qu'on ne dirige pas les animaux, il y a plein de trucs qu'ils font pas et que je sais d'avance, malgré le fait que je me renseigne au maximum sur leur façon de vivre, leur façon de manger, de penser, enfin je sais pas si de réagir, et cetera. Il y a des trucs que j'anticipe pas et qui surtout comme c'est des personnalités propres qui font différemment et donc il y a des scènes entre surtout enfin en ce qui concerne les animaux, pratiquement à chaque fois d'ailleurs que j'ai réécrit complètement, des fins où c'était dans l'eau et l'animal a peur de l'eau, ben c'est mort donc il faut réécrire sur place. Mais ça c'est marrant parce que ça donne un côté un peu adrénaline, comme s'il y en avait pas assez sur le plateau. Est-ce que avant d'aller sur place pour le tournage, est-ce que tu vas aussi pendant ton écriture, pour aller voir justement on va dire, l'animal totem du film, que tu es en train de faire? Non. C'est vraiment la découverte? Ah oui, c'est vraiment la découverte quand tu arrives sur le plateau, tu dis en fait, non, en fait mon lion effectivement il a peur de l'eau, il a peur des araignées et il aime pas les souris, quoi. Bah, déjà c'est des bébés, donc on Mmh. sait pas comment ils vont être et non, mais j'aimerais bien par exemple aller, oui, ça c'est des questions des problèmes de budget surtout. Mais j'adorerais aller, ne serait-ce que dans les endroits parce que moi, l'Afrique du Sud, je connais pas, le Canada, je connaissais pas, j'en ai écrit un en Chine, alors là, c'est carrément un autre monde. Donc c'est un peu, j'aimerais bien, mais non, je je n'ai pas les moyens. Parce que oui, il y a une temporalité quand même qui est, enfin, je vois par rapport à Mia et le lion blanc, c'est qu'on voit l'enfant grandir justement avec ce lion. Est-ce que dans l'écriture, il y a eu vraiment un effort d'essayer de comprendre justement, l'évolution du personnage en fonction de celui de l'animal? Et comment tu as réussi un petit peu à donner cette, sensation justement que, les 2 étaient liés et qu'il y avait vraiment autre chose qu'un simple lien? Bah, je me suis déjà beaucoup inspirée du petit garçon qu'on avait vu, dans sa ferme parce que lui, il avait un vrai lien et que je découvrais, qui était beaucoup plus que «Je caresse mon chien», quoi. C'était un truc enfin, non, mais d'ailleurs, «Je caresse mon chien», si on approfondit le sujet, c'est beaucoup plus profond que ça. Je me suis inspirée, par exemple, pour Mia, de la vie de Kevin Richardson qui, donc c'est celui qui a les lions et qui vit avec eux et qui a eu une approche, unique, au monde. C'est-à-dire que lui, et il a écrit un livre. Bah, déjà je lui parlais et en plus il a écrit un livre et où en fait lui son point de départ ça a été, et si, j'essayais de communiquer avec toi? Et en fait il a fait ça depuis qu'il était petit, enfin genre 20 ans, je sais plus à quel âge il a commencé et il a dit: «Et si, tu allais pas m'attaquer? Et si, je comprenais ce que tu me disais?» Et lui, il a grandi et il a raconté toute son expérience et toute son évolution avec les lions. Donc ça, je me suis beaucoup, beaucoup inspirée de ça.
les films sur lesquels tu travailles sont quand même des films avec des gros budgets parce qu'on le disait, il y a quand même des animaux qui vont grandir, c'est pas du CGI, il y a tout un travail à faire. À quel point la prise en compte du budget influence ton écriture? Alors ça, on m'engueule parce que je fais des scènes, trop chères, mais sauf que je fais hyper attention. Donc parfois, je commence à écrire, je dis: «Et l'orage», je sais pas quoi, je dis: «Non, non, pas d'orage» et le crash, de non, pas de crash, non, non, si je fais, enfin, j'essaie en tout cas de faire, très attention au coût des scènes parce qu'en vrai, remplacer, une scène très chère par une scène moins chère, c'est pas, vraiment bah, évidemment, si on avait des budgets, américains, ça serait autre chose et ouais, je sais pas si je saurais écrire un film comme ça d'ailleurs, mais heu, changer une scène, pour une scène moins chère, c'est pas très pénalisant, mais donc oui, j'y pense. Du coup, on va parler un petit peu du fait d'être une femme dans l'industrie. Toi, tu l'as ressenti comment? Parce que tu es accompagnée de ton mari, donc tu travailles comme en binôme, ce qui aide vachement au niveau soutien, j'imagine. Hem, Quel regard tu représentes sur la représentation des femmes, mais aussi quelle place tu trouves dans l'industrie quand tu sais que tu es à côté de ton mari? Je sais pas, c'est très, mélangé. Je sais qu'au début, on lui parlait qu'à lui, mais je sais pas si c'est parce qu'il était le réalisateur ou parce que si c'était un gars. Mais ce que je constate maintenant, mais de la même façon, je sais pas si c'est parce que je me suis améliorée, enfin, en tout cas, oui, si, forcément améliorée, mais aussi ils ont davantage confiance en moi, mais maintenant on me parle à moi. Donc je sais pas très bien répondre à la question. Ouais. Parce que je ne sais pas ce qui joue sur quoi. Et comme je suis pas comme on travaille énormément et que donc je travaille qu'avec, Gilles, parce qu'on fait beaucoup de films et que je vais être avec les enfants et qu'on voyage beaucoup, je me rends pas compte, sur le marché ou je sais pas comment on dit, heu, d'une différence qu'il pourrait y avoir ou pas. Et justement, comment tu allies, la vie de famille et cette notion de travail? Parce que vous voyagez ensemble, tu écris pendant que vous tournez, enfin tout est mélangé et en même temps, je vais prendre mes tips puisque on en parlait en off, mais j'ai aussi une petite tribu donc c'est pas toujours simple. Explique-nous un petit peu qu'est-ce qui se passe chez les 2 maîtres le la journée et le soir? Alors moi je déteste travailler dans le silence, déjà. Donc s'il y a pas les enfants, j'allume la télé, j'allume la radio. J'ai besoin de c'est assez bizarre, mais j'ai besoin de qu'il y ait plein de trucs en même temps, sinon ça me je suis perdue, j'ai mon esprit qui va dans tous les sens, donc je pense que déjà ça aide d'avoir besoin de bruit par rapport à avoir, besoin de silence quand on a 4 enfants, tout petits et après, évidemment, c'est fatigant, évidemment, ça sollicite, beaucoup et je suis coupée et il y a énormément enfin, il y a des moments, il y a des phases d'écriture où j'ai besoin d'avoir des tunnels où je peux écrire, sans être dérangée, sans avoir besoin d'aller chercher un, au foot et l'autre, au cirque. Mais, je pense enfin, c'est ce que je me dis en tout cas quand j'y réfléchis, qu'ils me nourrissent par, oui, leur réflexion, justement les mouvements. Peut-être que le fait d'être interrompue et bah, peut-être que ça me met sur une autre piste, sans que je m'en rende compte et que ça me fait trouver un autre chemin, pour me permettre d'écrire, je sais pas et puis alors maintenant, ils sont grands, ils connaissent, les tournages, ils connaissent les scénarios et tout ça, donc je leur fais lire. Je leur fais lire en fonction de leur âge et je récolte leurs, réactions. Et ça leur dit où est-ce qu'ils vont passer les prochains mois, après? Ouais, non mais surtout ça me est-ce que ça les fait rire? Est-ce que ça les émeut? Est-ce qu'ils comprennent ce que je dis? Est-ce qu'ils s'imaginent dans la situation? Et comme ils ont un regard assez, bah, et d'enfant et d'habitué, ça m'aide aussi dans mon écriture. Et après sur les déplacements, en fait, on a une vie, bon, c'est sport, mais c'est assez sain enfin, en fait, on recrée dans les pays notre quotidien. Donc on loue une maison. Je les mets à l'école, du coin et moi j'écris et Gilles part tourner et on va voir, papa, au travail, quand ils sortent de l'école ou
Et est-ce qu'il y a des réflexions de tes enfants ou des choses que tu as observées chez eux que tu as intégrées directement dans tes scripts en disant mon personnage il va ressembler, je sais pas, à la petite dernière ou au petit dernier ou telle réflexion que j'ai pu avoir, je vais l'intégrer? Alors, j'allais dire, oui, mais je cherchais autre chose. J'allais dire oui parce que le dernier enfin celui pas le dernier, mais celui qui va sortir, l'année prochaine, j'ai écrit un rôle, en pensant à ma fille et c'est elle qui le joue d'ailleurs. Donc oui, mais après des réflexions, précises, mais je pense que oui, parce que de toute façon, encore une fois, l'imagination est faite de on ne sait pas quoi ou d'un agglomérat de passé, présent, ce qu'on entend, ce qu'on lit et cetera et puis sort, ce qu'on ne contrôle pas, mais et donc forcément, les réflexions des enfants, leur attitude, le fait qu'ils tombent mais j'ai pas d'exemple précis, en tête, je crois, d'un truc que j'aurais mis directement, dans un dialogue, par exemple. Tu as participé, si je ne me trompe pas, à la série, Big Five justement où tu as écrit le premier épisode. Pour toi, comment tu as ressenti justement le fait d'écrire pour une série? Le projet venait de nous, donc on a été à l'initiative de tout et moi j'ai été, enfin c'est moi qui écrivais et sauf que j'ai dû écrire en équipe et ça, je suis absolument incapable de le faire. J'ai déjà essayé d'écrire à quelqu'un, c'est impossible. Je suis beaucoup trop pas du tout assez structurée, enfin je sais pas comment dire. J'écris rien par exemple. Je Mmh. prends pas de notes. J'ai j'ai aucun écrit, je me trimballe avec mon ordinateur et c'est tout et donc j'ai pas de plan, j'ai pas de, donc travailler avec quelqu'un, c'est extrêmement difficile, ça me ralentit, donc là, c'était assez dur et en fait, c'est Tu avais combien de scénaristes qui travaillaient du coup dessus en parallèle? il y avait, moi j'étais, je sais plus comment ça s'appelle, Directrice de collection? ouais, je sais pas le truc. Showrunner? Ouais, voilà OK. et il y avait je travaillais avec un gars qui, lui, avait 3 scénaristes sous lui et pour le coup, ça s'est super bien passé avec ce garçon, et lui, écrivait vachement de séries et donc il m'a aidée à me recentrer, à faire tous les trucs de les arches des personnages, des trucs très techniques que moi je connaissais pas, alors apparemment je faisais instinctivement, mais que je ne connaissais pas, je savais pas du tout l'organiser et lui m'a beaucoup aidé pour faire ça et les allers-retours avec lui, mais je pense qu'il était assez, sympa parce que je suis chiante Mmh. et mais c'était un exercice, bah, j'ai adoré faire ça. J'ai adoré développer des épisodes, mais bon ça n'a pas continué mais on avait écrit tous les synopsis des épisodes suivants. On a essayé de le relancer, enfin on essaye, hein, de le relancer, mais c'est vrai que c'est différent d'un long métrage. Et justement, revenons au long métrage. Quand tu sors ces différents films avec réalisés par Gilles, il y a des beaux succès qui arrivent. Est-ce que tu as pas d'autres réalisateurs qui viennent te contacter, même s'ils veulent pas te mettre forcément avec une co-scénariste, mais est-ce que tu es contacté par d'autres réalisateurs qui disent Prune, qu'est-ce que tu as en stock dans les tiroirs Alors déjà, j'ai pas d'agent. J'ai un avocat, mais j'ai pas d'agent. Donc voilà, je ne sors pas de chez moi. Tu gagnes donc 100% de tes revenus et non pas 90. Exactement. Et je ne sors pas de ma campagne. On n'est absolument pas mondain, on ne croise pas du tout de gens du métier, donc non, pas tellement. Si récemment, mais c'est le couple qu'on contacte. Donc on a été contactés par des producteurs pour réaliser, mais moi directement, non. Aujourd'hui, bah, tu t'épanouis vraiment dans le film familial avec, le lien animaux-enfants comme tu nous disais. Est-ce que tu as quand même des envies de t'essayer à d'autres genres, d'autres formats? Peut-être écrire un roman qui n'est pas paru en film avant? Est-ce que tu as ce genre Film d'horreur. d'envie-là? Alors en vrai, c'est pas du tout pour, mais j'ai pas le temps Ouais. de penser.
Donc quand les enfants sont plus grands et que j'aurai moins de films à écrire, parce que là j'en écris 3 en même temps, par exemple. Oui, parce que t'es quasiment un film tous les 1 an et demi là en ce moment avec Gilles. Ouais. Là, on en a un qui est sorti et là, on en a un en montage et là, il est parti en tournage. On part en tournage. Et j'en ai déjà un d'avance et 2 autres en projet. Donc, alors, j'arrive à parler sous cette forme-là de ce qui est pour moi l'essentiel, de ce dont il faut parler, qui est pas la nature et les animaux d'ailleurs. À chaque fois, on dit, on lui demande, alors vous tournez sur un animal et tout, mais c'est pas ça le sujet. C'est par le miroir de l'animal et de l'instinct animal et de l'enfant surtout, parler d'un sujet, mais c'est pas parler de l'animal. Enfin, je sais pas, à chaque fois, j'ai l'impression C'est ça, c'est pas un abécédaire des animaux où vous avez déjà coché lion, et que tu dis le prochain c'est W, on va galérer. Ouais, exactement. Alors on prend des animaux qui émeuvent, etc., parce que c'est une façon de faire passer le message, mais j'aime beaucoup les animaux, mais je suis pas passionnée d'animaux. Je sauve pas les hérissons dans la rue, quoi. Mais je me dis que plus tard, quand je serai grande, je sais qu'à chaque fois mes scénarios, ils commencent de façon très sombre et que je mets beaucoup de temps à simplifier le propos, à l'éclairer, à le colorier, à le rendre accessible aux enfants, etc. Donc peut-être que quand on aura un petit peu dépassé, parce qu'on évolue aussi avec les enfants, avec l'âge des enfants. Peut-être que quand j'aurai ou quand on aura moins de succès, parce que là aussi on surfe un petit peu avec la vague du succès, comme cette façon de passer les messages marche, on continue. Mais quand ils voudront plus d'animaux, je me dis que c'est vraiment très possible que je revienne au début et que j'écrive d'autres genres de choses, mais pas horreur, pas tout ça, je m'en fous, ça m'intéresse pas. J'aime pas les sujets trop restent trop petits, qui ne parlent que d'une chose, voilà. Mais en tout cas, j'en ai pas en tête là. Je sais que j'aimerais bien probablement, mais j'ai pas un truc dont je rêve et que je peux pas faire là. Comment elle évolue ton écriture au fur et à mesure des différents films? Ou est-ce que d'un coup tu te dis tiens, je suis de plus en plus à l'aise, de plus en plus efficace, meilleur sur tel type, tel point, telle structure? En tout cas, je le constate parce que j'ai de moins en moins de versions. Mais L'indicateur parfait. je me rends compte que j'écrivais des scénarios beaucoup trop longs, même si on dit une page, 1 minute. J'ai toujours écrit des scénarios de 90 pages, assez assez spontanément. Enfin, je pars pas d'un scénario de 150 pages pour. Mais malgré tout, dans ces scénarios de 90 pages, je me rends compte que j'écris beaucoup trop et que je me disperse trop. Et donc, j'ai l'impression que j'arrive mieux à développer des scènes, à avoir moins de scènes qui en disent plus, en fait. Peut-être parce que j'ai moins peur, je sais pas. Mais je trouve que le rythme est meilleur, je crois, que je pense plus en montage, déjà en montage. Enfin, tout ça, c'est assez prétentieux, c'est probablement pas vrai, mais en tout cas, dans l'intention, je trouve que je m'améliore là-dedans et que c'est ça le travail que je fais, creuser mieux les personnages en moins de scènes pour une narration plus efficace, en fait. Tu disais à peu près 80 pages, c'est ça, par scénario? 90. 90? Ouais. Et à peu près combien de séquences? Une centaine? C'est plus. On coupe toujours parce que à chaque fois, ouais, je coupe au moins 20 pages de scénario. Donc là, le dernier, enfin pas le dernier, mais celui qu'on a tourné là en septembre, j'avais plus que 60 pages de scénario, ce qui est très peu. Et en fait, on a beaucoup, beaucoup moins coupé au montage, forcément. Mais ça n'a pas manqué en tout cas. Tu nous as confié justement que tu avais plusieurs films constamment sur lesquels tu travaillais en même temps. À quoi ressemble ta journée type
dans ta méthodologie, justement? Est-ce que tu vas rester en disant, bon, bah, aujourd'hui, c'est uniquement sur ce projet, mais demain, je passe à celui-là, ou alors c'est vraiment selon comment, enfin, selon le besoin du film et du travail à faire? Je me dis que que je vais pouvoir faire, plusieurs en parallèle et en fait, je me rends compte que je les fais toujours un par un et donc les autres, attendent. Mais non, je travaille par projet. Enfin, mais ça dépend parce qu'il y a des réécritures. Une réécriture, c'est beaucoup plus facile qu'une, création. Enfin, je sais pas si vous êtes d'accord, mais et ça va beaucoup plus vite et en même temps, c'est ce qu'il y a de plus urgent. Donc je peux faire une réécriture là, par exemple, je faisais, l'écriture de la voix off, du montage et une réécriture du scénario qui partait en tournage. Ouais, donc tu arrivais quand même à faire le jonglage entre les 2 projets? Oui, mais à un niveau avancé, Mmh. pas au départ. Et comme tes scénarios sont beaucoup, aussi nourris par le voyage, les pays, où vous êtes passés, est-ce qu'il y a des lieux que vous avez visités, où tu t'es dit: «Ça ferait une super histoire», ou tu as rencontré quelqu'un avec un parcours étonnant, tu te dis: «Ça ferait un super film», mais le contexte géopolitique ou autre difficulté fait que le film ne peut pas se faire et que tu laisses tomber cette idée? C'est plutôt l'inverse. C'est plutôt, j'adorerais, voir le Japon. C'est une culture qui m'intéresse vachement et que je trouve qui est super enfin, je suis pas la seule, hein, mais à creuser, à découvrir, et cetera. Quelle histoire on pourrait aller raconter là-bas? Tu es dans une super notion de plaisir, c'est génial, hein? Ah bah oui, non mais carrément. Carrément, c'est une chance de fou. Et les mouettes à Dunkerque, tu les as non, c'est pas Ça peut. Ne jamais sous-estimer la mouette. Quand tu as débuté, je pense, vraiment à l'écriture, donc tu étais dans le documentaire, mais est-ce que pour toi, il y avait une notion d'écrire trop documentaire, quand je parle de fiction, hein, qu'il a fallu gommer, ou alors ça a été vraiment: «J'écris, naturellement, de la fiction et je m'inspire de comment j'écris du documentaire dès le début»? Non, je crois que c'était plus ça parce que surtout, j'en ai pas beaucoup écrit des documentaires. J'en avais écrit un long métrage documentaire. C'est le premier scénario que j'ai écrit, en fait et donc c'était beaucoup plus facile d'ailleurs qu'un scénario, enfin pour moi, Mmh. De fiction. Parce que je lis, beaucoup plus que je n'écris de documentaires donc je me suis aidée, ouais, c'est ça, je me suis aidée de cette narration-là pour, heu, pour écrire des films. Ça m'a aidée à me détacher du livre, en fait et de ce regard inversé, où il faut décrire tout ce qui se passe et que tout ce qui n'est pas dit, n'existe pas, en fait Ouais. et comment transformer une pensée, une émotion en image. Et est-ce que on en avait parlé avec Claire Barré, qui était notre marraine sur le podcast, qui est scénariste pour Anne Fontaine et qui a aussi fait pas mal de séances de chamanisme, en Mongolie, et qui avait pris des plantes. Est-ce que toi, dans tes expériences, justement, à l'étranger, tu as pu, voilà, te rencontrer, je sais pas, des sorciers de village, des chamans, et est-ce que tu as, tenté des expériences qui t'ont ouvert, du coup, l'inspiration? Alors tenter des expériences, non, parce que j'ai hyper peur. Parce que déjà, je suis très, très bizarre. Enfin, donc je me dis que si je prends des trucs, ça me fait peur en fait, mais j'aimerais bien. Mais j'en ai vu, ouais, au Brésil, les Indiens, des Indiens, tu sais, Oui, alors je vais un peu vulgariser pour ceux qui nous écoutent. Je parlais concrètement d'ayahuasca, qui est une plante dont on parlera d'ailleurs, certainement avec un de nos futurs invités qui est Yann Kounan dans le podcast. Mais, donc tu disais que toi, tu l'avais vu au Brésil, hein? ouais, ouais, c'est des Indiens isolés, où il faut des permis, où on doit se faire vacciner et cetera. Des gens, qui vivent, enfin, il y a pas d'accès. Et oui, oui, eux, ils prennent des trucs et ils se mettent dans des transes chamaniques, mais c'est génial, ça doit être génial, hein, mais et en plus, j'y crois vraiment. Je pense qu'on doit, aller dans des univers je lis énormément de choses, enfin, beaucoup de choses dessus et j'aimerais vraiment essayer, mais j'ai peur.
Pour reprendre un petit peu ce qu'on disait justement sur écrire de façon plus familiale, qui a été pour toi un petit peu le premier challenge, la première difficulté que tu as eue, Et que j'ai encore. et que tu as encore. Quel conseil tu te donnerais de façon à essayer de travailler pour aller dans ce genre-là, pour réussir à avoir une écriture satisfaisante, selon toi? Mais je sais pas quel conseil je donnerais parce que je trouve que c'est dur. Moi, je mets du temps. Je dis, je pars toujours d'un truc, d'une espèce de intellectuel, en tout cas, enfin, qui vient du cerveau. Et au fur et à mesure, je descends dans les émotions. Mais enfin, il y a des gens pour lesquels c'est plus facile, hein, mais moi, je trouve ça dur. Je pense qu'il faut essayer de beaucoup plus. Enfin, ou alors c'est tous ces termes-là qui sont galvaudés, mais qui sont vrais. Le lâcher prise, laisser aller, écouter son intuition. Mais tout ça, c'est abstrait, mais c'est ça qu'il faut arriver à faire, en fait. Par contre, je pense pas du tout qu'il faille regarder des trucs pour enfants ou des choses comme ça, pas du tout. Moi, je lis des textes de théâtre. Enfin, c'est dans tout ce genre de choses, même en philo, sont inscrits. Il faut arriver à la moelle, en fait, j'ai l'impression. Ou alors regarder un chat dormir ou regarder la nature, observer la nature, qui dit une vérité beaucoup plus forte que la fiction. Et du coup, grâce à ça, enfin, je sais pas si c'est compréhensible ce que je dis, mais grâce à ça, on peut redevenir normal, enfin, écrire plus simplement, plus véritablement, à hauteur d'enfant, en fait, à hauteur d'animal, en essayant d'enlever le côté justification ou explication ou thèse qui, pour moi, sont des béquilles pour expliquer un truc qui est. Par exemple, sur Moon le panda, tu disais que ce qui t'avait un petit peu guidé, c'était la question du deuil? Non, c'est sur celui d'après. Pardon, c'est sur le prochain qui vient. Alors je vais pas te poser la question puisque je voulais sinon tu vas spoiler en fait la chute du scénario, ça n'a aucun intérêt pour un film qui sort l'année prochaine. Donc on va éviter ça. Mais ouais, c'est une thématique globale à laquelle tu penses ou c'est vraiment une question hyper précise sur laquelle tu veux amener ta réponse? Mia, par exemple, c'est le conflit générationnel. C'est la parole des enfants contre la parole des adultes, la vision des enfants par rapport à versus la vision des adultes sur la nature. La nature, pas les herbes, la nature, le monde dans lequel on vit. Donc je sais pas si c'est global ou si c'est précis. Le loup et le lion, c'est celui qui était après. C'était plus sur la famille. Qu'est-ce qu'une famille? Un papa, une maman, un bébé. Non, enfin, si un loup et un lion sont capables d'être élevés ensemble et de grandir ensemble et de ne pas s'attaquer, pourquoi un Marseillais et un Parisien, pour rester dans les conflits qui fâchent pas trop, ne pourraient pas le faire? Et si on a, voilà, est-ce que une famille, c'est s'aimer? Bon, là, c'est hyper simplifié, évidemment, mais c'est s'aimer ou c'est les liens du sang? Bah, évidemment, enfin, voilà, c'est évoluer ensemble. Donc voilà, si ça, c'était plus la famille, par exemple. Qu'est-ce qu'une famille? Qu'est-ce que faire famille? Donc c'est plutôt précis. Il y a un point qu'on n'a pas abordé, c'est la question des dialogues. On a parlé pendant ce podcast de structure, on a parlé d'inspiration, on a parlé de vie personnelle versus vie professionnelle. Mais les dialogues, tu les travailles comment? Complètement à la fin. Je me dis que si j'arrive pas à faire tout le scénario sans dialogue, c'est qu'il manque un truc. Que si j'ai besoin du dialogue pour justifier une scène, ça va pas. Donc en fait, je le fais, j'écris un séquencier en général. Enfin, d'abord un résumé long, ensuite un séquencier
et finalement le dialogue, mais vraiment à la toute dernière fin et plus ça avance, plus j'en enlève. Et tu te les dis à haute voix ou tout est intériorisé quand tu les écris? Non, c'est intériorisé et je l'ai construit, mais je pense que tout le monde fait ça, je l'ai construit, en en entonnoir, enfin ou à l'inverse, en mettant la phrase que je veux qu'on retienne en dernier, en fait. Et puis voilà, et puis quand je bloque sur un dialogue ou que je pédale et tout, je me dis: «Bah, peut-être que c'est parce qu'il est pas utile». Ou alors je me dis: «Peut-être que c'est l'autre personne qui devrait le dire», alors qu'en fait, elle dit l'inverse et donc j'essaie d'inverser et parfois ça marche et donc c'est ça la solution. Enfin, je trouve que c'est un élément de jeu, assez, marrant, mais qui doit être, enfin que j'aime bien poser quand même avec parcimonie, quand j'ai des kilomètres de dialogue, je me dis que ça va pas en fait, qu'il y a un problème, Quelle est l'importance pour toi de rechercher en fait un feedback dans ton process d'écriture? Tu nous disais, un peu plus et tôt c'est que tu avais tendance après chaque séquence presque, à vouloir, que Gilles, ouais. lise, ce que tu écris. Est-ce que tu vas chercher d'autres avis autres que Gilles et quand sais-tu que tu es satisfaite de ce que tu as écrit? Oui, il y a ma sœur, il y a ma mère et j'ai aussi un copain à qui je fais lire. Je peux pas commencer un scénario si je connais pas la fin. J'ai toujours la scène de fin, je peux pas, je crois qu'il y a des gens qui écrivent un peu au fil de l'eau ou qui font évoluer leurs personnages, comme ça. Moi, c'est pas possible, il faut que ce soit que j'ai la fin parce que encore une fois, c'est ça le plus important. Mais non, mais quand ces gens-là, m'ont dit qu'ils aimaient bien, c'est bon quoi, je continue. Mais je dis que je suis pas structurée, mais en fait je divise, mon enfin je sais pas si c'est une question, mais je fais un synopsis long de genre, une dizaine de pages. Je raconte l'histoire que je divise en 22, je sais pas pourquoi et ces 22, parties, je les développe en un nombre de pages qui va faire 90 pages à la fin, en fait. Et le 22, ouais, c'est pas les lames du tarot? Je sais Non. pas, mais peut-être je l'ai pas inventé, hein, ça c'est sûr, c'est peut-être Truby, je sais pas, je sais plus. D'accord, non, mais super bon tips. Et tu arrives à du coup à ces 22 parties à bien les équilibrer après dans ton scénario? Ou alors du coup, il y en a qui vont peut-être refaire, 2 pages alors que les autres vont en faire, 5? Je les rééquilibre, mais je me rends compte mais je mets vachement de temps à écrire, hein. Il y a le trou noir, dure longtemps, hein. Ah ouais, bah, c'est pas du tout l'impression que tu donnes. Moi, j'ai l'impression que justement, ça enquille, ça tu es en montage, tu es sur le plateau, tu viens, tu réécris, tu redéveloppes un truc, moi j'ai plus le sentiment inverse, en fait, je me dis: «Elle est super productive, en fait». Non, non, avant la première enfin le premier synopsis d'un projet, je mets, je sais pas combien de temps je mets, mais c'est une éternité et c'est pour ça qu'après ça va vite. C'est parce que j'ai à peu près tout en tête sans trop savoir comment ça s'est organisé, mais donc ce premier synopsis en général est assez bien équilibré. Après il y a plein d'ajustements, mais Est-ce que les deadlines des producteurs, c'est plutôt un truc qui te stimule ou c'est un truc qui va plutôt justement, te faire procrastiner? oh ça me stresse à mort, le fait, je déteste qu'on me paye, je déteste qu'on me dise qu'il y a une date, dès que tout ça, je veux qu'on m'oublie, Tout ça, on parle encore de la première version, hein, parce qu'après, après c'est hyper facile. Enfin, c'est hyper facile, ça change complètement de parce qu'on peut me dire tout ce qu'on veut sur le scénario. Moi, je suis pas du tout, je me bats pas pour mes idées et tout ça, je m'en fiche complètement. J'écoute, enfin, j'essaie de comprendre, ce qu'ils n'ont pas compris ou ce qui ne les a pas émus ou et ce qu'ils me demandent ou ce qu'ils me proposent comme solution, c'est pas forcément ce que je donne, mais en tout cas, je sais que il y a un problème et juste je l'ingère et je le retransforme, mais ça me dérange pas parce qu'il touche jamais au fond, en fait. Donc voilà, mais non, je mets vachement de temps à écrire. Est-ce que tu envisages de faire l'inverse que tu as fait pour Mia? C'est-à-dire, écrire le roman avant le film? Alors déjà, je les écris plus les livres parce que je l'ai fait 2 fois, je crois, pour, Mia et pour,
c'était un documentaire sur les enfants qui changent le monde. C'était génial aussi, mais je les écris plus, c'est hyper long. Demain est à nous, c'est ça, hein? Et ouais, exactement. Et ça prend trop de temps. Et puis il y a des gens qui sont professionnels qui écrivent ça hyper vite, alors que moi je m'implique beaucoup trop. Et faire l'inverse, pareil, il faudrait que j'ai plus de temps. Non, j'y ai pas pensé. Mais moi, ce que je veux faire depuis que je suis petite, c'est écrire des livres. Et donc, oui, peut-être que si jamais j'ose un jour, je le ferai. On va s'autoriser une dernière petite question puisqu'on arrive tout doucement à la fin de cet enregistrement. Toi, comment tu vois aussi l'arrivée de l'IA dans l'écriture? Est-ce que c'est un truc que tu utilises? Est-ce que c'est un truc qui te fait un peu peur? C'est quoi ton positionnement par rapport à ce type d'outil? Alors, j'ai essayé et c'est horrible. J'ai eu l'impression d'être engluée dans une toile d'araignée parce qu'en fait, ça fait un truc super bien. Hyper bien organisé, hyper bien écrit, en 2 secondes. Alors que j'ai mis mon idée comme ça et que je lui ai donné 2-3 indications et ça me sort carrément, je sais plus, mais pas un scénario, mais ça pourrait, ou en tout cas un plan ou je sais pas quoi et je trouve ça génial, super bien fait et tout ça et sauf que quand je le lis, ça va pas du tout. Enfin, il manque un truc et donc mais sauf que après, j'avais peur de recommencer, au début d'une page blanche, en fait, toujours ce truc, alors que j'avais cet outil-là qui me permettait de tout faire. Donc j'essayais de lui donner plus d'indications, et en fait, j'ai arrêté complètement parce que ça me retardait et que ça servait à rien. Et j'ai l'impression que alors par contre, je m'en sers, genre, pour, justement, comme je vais pas dans les endroits, pour me décrire un paysage ou me dire, un comportement, enfin voilà, pour poser des questions, ça je m'en sers et ça me fait pas peur parce que je crois pas que l'imagination puisse être, IAisée. Comme un peintre, enfin je sais pas qui peint un truc, comme, les copieurs, ouais, les copieurs de tableaux, les faussaires, il y en a plein par exemple, mais ça n'a jamais, empêché ça n'a jamais éteint le talent des peintres et j'ai l'impression que ce truc d'imagination qui est humaine ne peut pas être copié. Que fais-tu quand tu te retrouves confronté au syndrome de la page blanche? Et est-ce que ça t'arrive assez Je souvent? meurs, tout le temps. Je meurs, mais je me raccroche à cette idée qui a fait ses preuves à chaque fois. Si tu travailles, ça va arriver à un moment. Mais j'ai quand même hyper peur, même en travaillant et malgré le fait que je sache que ça va venir, je me dis quand même que je n'y arriverai jamais et que rien ne va sortir. Mais c'est à chaque film, hein. À chaque Oui. film, je n'y arrive pas et j'ai ce syndrome horrible, je repasse comme une débile par toutes les mêmes étapes. Donc je me plonge dans le travail, enfin un travail, sympathique, hein, puisque c'est, lire, regarder des trucs, me promener, mais ça me fait toujours ça. Je sais pas comment faire. Quel est le conseil principal que tu donnerais à quelqu'un qui a envie de devenir scénariste? Bah, je sais pas, moi j'ai l'impression que tout le monde peut le faire et que surtout il faut commencer. Parce qu'il y a plein de gens qui me disent: «Ah mais je sais pas comment tu fais, moi je pourrais jamais», mais oui, j'ai fait des études, mais pas je suis plutôt littéraire, mais moi je crois qu'il faut si, le seul truc qu'il faut, c'est avoir, un besoin, de dire quelque chose et aimer les images, aimer, transformer en images, ce qu'on ce qu'on imagine, mais on vit dans la vie, c'est que des images, même pour les aveugles. Donc ça serait de pas chercher à plaire à un public, mais chercher à dire un truc qu'on a vraiment, au plus profond de soi et le transformer en un récit. Moi, je crois que c'est ça. Très, très bien. Eh ben, écoute, nous allons arriver à la toute fin de l'entretien. Là, on est vraiment au bout du bout du bout du bout. Mais il y a quand même un dernier rituel, hein. C'est le rituel de Maxence avec ses 3 Oh mon questions Dieu. express. C'est ça. Et là, Tiens, en plus, t'as pas le droit de réfléchir après ces questions. Faut juste y aller attention, hein. direct. Ouais. Théoriquement, on se dit que
Voilà, c'est la réponse qui vient le plus rapidement, mais si jamais tu peux réfléchir quand même un petit peu, c'est pas problématique. Mais oui, donc 3 petites questions au tac au tac. La première, c'est selon toi, quel est ton film ou ta série préférée? Pas une série parce que je regarde pas de série. Mon film préféré, je dirais que c'est Deadman, Le scénario que tu aurais aimé écrire Pretty Woman. et le dernier coup de cœur? De film? Ça peut être cinématographique ou autre, mais le dernier coup de cœur de façon générale. Ah non, bah c'est un livre. Très bien. C'est Madame Hayat. Eh bien, merci beaucoup. Merci pour tout. Trop sympa. Merci Prune d'avoir passé ce moment avec nous. Merci à vous qui continuez à nous écouter de plus en plus nombreux et nombreuses. Un grand merci, j'en profite aussi parce que c'est grâce à vous qu'on est toujours dans le top 20% des podcasts les plus écoutés de France. Donc c'est très très bien, ça monte tout doucement, c'est chouette. On se retrouve très bientôt. N'oubliez pas de mettre les 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Parlez-en à vos amis. Et si vous avez une voiture, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous démarrez, vous mettez votre Apple Podcast ou Spotify. Et vous mettez séquence et on se retrouve dans 15 jours. Voilà pour le prochain épisode. Salut tout le monde. Salut à tous.